Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire Face aux chrétiens. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Chantal Joanneau, sénatrice UMP de Paris et ancienne ministre du gouvernement Fillon. Vous étiez secrétaire d'État à l'écologie puis ministre des Sports. Madame la sénatrice, bonjour. Bonjour. Avec moi pour vous interroger des journalistes de médias chrétiens dans leur diversité, Laurent de Boissieu pour le quotidien La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Masneau pour le réseau de radio chrétienne RCF. Bonjour. Alors, nous allons évoquer avec vous, bien entendu, les prochaines élections législatives, après les changements intervenus à l'Élysée et à Matignon, mais aussi les dossiers de la crise, par exemple côté social ou encore énergétique, des thèmes qui vous sont chers, et enfin, quelques sujets de société dans notre dernière partie. Alors, beaucoup savent que vous êtes également une sportive de haut niveau, puisque vous avez notamment décroché 12 fois, sauf erreur de ma part, un titre de championne de France dans karaté de posture. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Fois. Et alors, le karaté de posture, c'est vrai que c'est pas très explicite. Ça, en fait, c'est du kata, c'est un combat qui est simulé, mais qui est très codifié. Alors, entre le sport et la politique, les comparaisons peuvent être bien entendu simplistes et elles n'ont pas manqué, j'imagine, au cours de votre parcours. Mais vous-même, vous avez eu parfois recours à des formules significatives. J'en cite deux. Je veux vivre la politique comme le karaté, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ou alors, en karaté comme en politique, il faut savoir prendre sur soi et rester solide sur ses bases. Alors, je vais quand même prolonger cette comparaison en vous demandant si, à votre avis, il n'y a pas parfois un fossé entre le karaté et ses valeurs. J'en cite quelques-unes, vous me corrigerez si je me trompe. L'honneur, le courage, le respect, l'humilité, et puis tout ce monde de la politique. Autrement dit, est-ce que vous avez toujours une ou deux bonnes raisons de ne jamais quitter le tatami de la politique, Chantal Joanneau ? Il y a toujours une ou deux bonnes raisons de se dire qu'on va le quitter parce que, effectivement, en karaté, il y a beaucoup de respect de l'autre. Il y a des règles qui sont intangibles. En politique, ce n'est pas toujours le cas. Et les coups en dessous de la ceinture sont interdits en karaté, ce qui n'est pas toujours le cas en politique. Pour autant, il y a des vraies bonnes raisons de rester en politique. C'est que tous les matins, ne se demande pas à quoi ça sert. On a une utilité sociale collective, on a un devoir, on a des gens qui portent leur confiance en nous, donc on a un devoir à leur égard. Et vraiment, je trouve que voilà, il y a des grandes joies et des grandes déceptions. Il y a des grandes désillusions, il y a des choses. Mais c'est comme dans toute mission. Quand vous acceptez une mission, quand vous acceptez un poste de responsabilité, il ne faut pas croire que la politique est un milieu pire que d'autres milieux de pouvoir, milieu économique, milieu médiatique. Malheureusement, elle n'est un peu que le reflet de la nature de la société. Donc ça veut dire que on peut faire de la politique en préservant un certain nombre de valeurs que je citais par rapport au karaté notamment, qui vous paraissent, qui peuvent être présentes en politique dans ce monde de la politique. Mais je crois que déjà c'est indispensable parce que je ne crois pas du tout que la société va continuer à se satisfaire de politiques dont on sait ou dont on suppose qu'ils jouent de petits arrangements, qui jouent énormément de violence. Et dans une société en crise, quand on porte, nous, un discours de violence, et le choix des mots est extrêmement important, on ne fait qu'accentuer des sentiments qui, malheureusement, dans une société en crise, se développent. Et on le voit dans tous les pays européens, ce n'est pas spécifique à la France. Et je trouve qu'en France, il y a un des défauts majeurs dans le discours politique, c'est qu'il est empreint de mots militaires. Vous voyez, les grands discours que l'on peut faire dans des meetings, ce sont des grands discours où on utilise des termes de mobilisation, de combat, vraiment des termes que vous ne voyez pas dans des pays comme la Suède, Danemark, d'autres pays. Il y a un discours politique français très empreint et d'un discours militaire, avec quelques codes, je l'ai souvent dit et ça m'a valu quelques critiques, mais quelques codes monarchiques qui restent présents. Alors je pense bien entendu, et je vais me permettre d'utiliser un langage militaire aux batailles électorales. Sur un certain nombre de sujets, je passe la main à Laurent de Boissieu pour La Croix. Oui, sénatrice, vous n'êtes pas vous-même candidate aux législatives, mais vous soutenez des candidats notamment à Paris. Qui est selon vous aujourd'hui le chef de la nouvelle opposition de droite? Est-ce le Premier ministre sortant, François Fillon, ou est-ce celui qui est secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé? Aujourd'hui, sur cette bataille, évidemment c'est une bonne question puisque vous la posez, mais sur cette bataille, il est évident que le seul leader naturel de l'UMP jusque récemment, c'était Nicolas Sarkozy. Et avec Nicolas Sarkozy, on n'avait pas de problème de guerre de chapelle, d'hommes, d'ego, il n'y avait pas de discussion autour de Nicolas Sarkozy. Il est parti.
Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il y a un leader naturel de l'UMP parce que ça supposerait qu'auparavant, Nicolas Sarkozy ne l'était pas. Premier point. Deuxième point, la constatation et la concrétisation d'ailleurs de cette position, c'est que pour les élections législatives, on a mis en place un comité stratégique lors de cette fameuse réunion juste après les élections présidentielles qui rassemble justement toutes les tendances. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un leader naturel. Il y a un chef de parti qui organise le parti, mais dont il sait très bien qu'il ne pourra avoir de légitimité pleine et entière qu'après le vote de l'ensemble des adhérents au congrès de novembre prochain. Je vais reformuler un peu autrement. En cas de défaite de l'UMP ou de recul très fort de l'UMP aux élections législatives, qui en portera la responsabilité? C'est une défaite collective. Général? Non, c'est une défaite collective. Faut pas, c'est pas la peine de se renvoyer la balle. C'est une défaite collective. Aujourd'hui, le mouvement, les idées, le programme des législatives, il doit être porté par Jean-François Copé, qui organise les choses et il organise bien les choses. Franchement, moi j'ai des divergences de fond avec lui, mais sur la forme, il organise bien le parti. Ensuite, au sein de ce comité stratégique, il y a François Fillon, il y a Alain Juppé, il y a Xavier Bertrand, donc il y a les leaders du parti. Donc si défaite il y a demain, elle est collective. Romain Masneau pour RCF. Vous avez été critiqué au sein de votre propre parti, notamment par François Fillon, pour avoir dit que pour les législatives, en cas de duel PS-FN dans certaines circonscriptions, vous voteriez PS. Est-ce que vous maintenez cette position? Le but du jeu, c'est que cette situation absurde n'arrive jamais, bien sûr. Mais moi, je pars du principe qu'il faut mettre un barrage infranchissable avec le Front National. Et comme quand Jacques Chirac s'est retrouvé face à Jean-Marie Le Pen, on n'aurait jamais compris que les électeurs du PS ou que le PS n'appellent pas à voter pour Jacques Chirac. Je dis de la même manière, si demain on doit être confronté à un candidat Front National, et on fera tout pour que ça n'arrive pas, parce que ce serait quand même la situation la plus absurde qui soit, de la même manière, il faudra soutenir le candidat qui fera barrage au Front National. Parce que un de nos principaux adversaires aujourd'hui, vous voyez, même moi j'utilise ces mots-là, un de nos principaux adversaires aujourd'hui, c'est le Front National, qui ne cherche qu'une chose, c'est d'affaiblir la droite républicaine. Donc je veux pas, c'est de l'hypocrisie de dire qu'on ferait autrement. C'est de l'hypocrisie. Bien évidemment, on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Bien évidemment, j'espère que, à l'inverse, le Parti socialiste tiendrait les mêmes positions. Et bien évidemment, j'aimerais que le Parti socialiste se pose les mêmes positions dans son rapport au front de gauche que nous les posons dans nos rapports au Front National. Vous mettez le front de gauche sur le même terrain? Je mets le front de gauche sur le même terrain. Le front de gauche est à gauche et pas l'extrême gauche. Enfin, ça, est à l'extrême droite et pas à droite. Mais je mets exactement le front de gauche et le Front National sur le même terrain. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre de Dominique Régnier sur les populismes, la pente fatale. Ce sont deux partis qui partent d'une même base de discours, à savoir les élites sont corrompues et la base est oubliée. Donc ils disent exactement la même chose. Quand Mélenchon dit qu'ils s'en aillent tous, il dit exactement la même chose. Deuxième partie de leur discours, la haine de l'autre. Pour le Front National, c'est la haine de l'immigré. Pour le Front de gauche, c'est la haine du riche. Et troisième partie de leur discours, se nourrir de la crise. Plus la crise est forte, plus ces partis-là sont forts. Le PCF a toujours été intégré au sein des alliances à gauche. Jean-Luc Mélenchon vient du PS. On parle bien du Front de gauche. Hein. On parle bien du Front de gauche. Jean-Luc Mélenchon vient du PS. On parle bien d'un parti qui a un discours de haine, de rejet, et pour moi, qui est exactement pareil. Alors, évidemment, le Parti socialiste, on le voit bien d'ailleurs dans les sondages, ne se pose pas la question. Mais il ne se pose pas la question parce qu'il sait tout à fait que ça l'affaiblirait de se poser la question. Mais nous disons, non, pour moi, ce sont les mêmes. C'est un problème de conception républicaine de la politique. Une précision sur ce positionnement de l'UMP par rapport au Front National. Est-ce que c'est aujourd'hui le principal point de clivage qui peut exister à l'intérieur même de l'UMP, la position par rapport au Front National? Non, c'est un point de clivage. Jean-François Copé, lors de la réunion des cadres samedi dernier, a dit qu'il n'y aura pas d'accord national avec le Front National. Il ne faut pas non plus, et je serai extrêmement vigilante, qu'il y ait d'accords locaux qu'on n'ait pas vu, qu'on ignorait. Il faut que ça se joue. Ce n'est pas au cas par cas que ça va se jouer. Et il faut que ce soit global, clair et entier. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat? Vous n'avez pas entendu qu'il y avait un débat au sein de l'UMP? Il y a un débat. Bien sûr qu'il y a un débat. Il y a des élus qui ont dit qu'eux verraient d'un œil favorable aller localement des accords avec le Front National. Oui, il y a un débat. Et ce qui est choquant, c'est que quand... moi, je dis, il ne faut surtout pas d'accord. Il y a une montée de violence et de snipers assez brutale, virile.
Et quand à l'inverse, d'autres disent mais pourquoi on ne fait pas un accord, on n'a pas la même montée de critiques. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se trompe dans l'avenir de la droite républicaine. Il ne faut pas qu'on se trompe, parce que si demain il y a des accords locaux, le but de Marine Le Pen, mais elle l'a dit très clairement, le pire c'est que honnêtement on sait à quoi s'attendre. Et son but à elle, c'est de faire éclater l'UMP et de décrocher la partie très droite de l'UMP pour la ramener à elle. Sauf qu'on n'est pas sur les mêmes valeurs. Si accord local, exclusion de l'UMP, quelle est votre position? Ah bah si accord local, il faut une exclusion de l'UMP. Il faut être clair sur nos principes. On a construit l'UMP en 2002 sur ce principe. Jacques Chirac l'a construit sur ce principe. Ça a toujours été très clair. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est effectivement en situation de fragilité qu'il faut s'engouffrer dans cette brèche sans réfléchir. C'est un problème de valeur politique. Ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de valeur politique. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Il y a les élus, il y a aussi les électeurs. Des sondages ont montré que les 2/3 des électeurs de l'UMP n'étaient pas hostiles à un rapprochement avec le FN. Alors qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là et qui souvent ne comprennent pas la vigueur de la consigne que vous appliquez, quitte à sacrifier toutes vos troupes sur l'autel d'une élection que vous perdriez? Mais vous avez raison, parce qu'il y a effectivement ces électeurs de l'UMP qui ne voient pas d'un mauvais œil des accords avec le Front National, et puis il y a les électeurs du Front National. Ni les uns ni les autres ne doivent être considérés comme des personnes méprisables, qui n'auraient aucune valeur. Le vrai sujet, c'est que c'est notre devoir, à nous, responsables politiques, de leur expliquer pourquoi. Et le pourquoi, c'est d'une part parce que le Front National porte des valeurs qui sont contraires aux fondamentaux même de notre République, aux fondamentaux même de notre Constitution, que ce soit sur les sujets d'immigration, que ce soit sur des sujets de société. Alors, je ne vous parle même pas... Je ne parle pas du fond, là. Non, mais moi, je vous parle du fond, parce que la politique, c'est une question de fond, d'abord. On ne fait pas de la politique pour obtenir des sièges dorés. On fait de la politique parce qu'on a des idées. Et si on n'est pas capable de les défendre, il faut faire autre chose et redevenir fonctionnaire. Alors c'est vrai que ça... Comment analysez-vous le fait qu'il y ait un divorce croissant entre votre base, vos électeurs, et la consigne qui vient de l'état-major? Comment allez-vous vivre ce divorce au fur et à mesure que les années passent? Je ne pense pas qu'il y ait de divorce croissant, vraiment. Simplement, effectivement, ils ont parfois le sentiment... Nos électeurs aiment l'ordre et l'autorité. C'est vraiment... ils aiment l'ordre, l'autorité, les choses claires. Et il faut qu'on soit très clair sur l'ensemble de nos valeurs. Il faut arrêter de dire que Marine Le Pen serait plus claire, plus attachée à l'autorité que nous. On a des valeurs et nous, ce que l'on ne veut pas, c'est que les gens, effectivement, fraudent avec ces valeurs. Mais il faut rester solide sur nos bases. Vraiment, vous savez, à chaque fois qu'on vacille, à chaque fois qu'on commence à céder un petit bout, on se tire une balle dans le pied. C'est systématique. Et la droite ne survivra pas à un rapprochement avec le Front National. Alors, un autre point avec Laurent de Boissieu, toujours, de la Croix. La gauche a désigné le PS a désigné son candidat à la présidentielle via une primaire ouverte. Est-ce que c'est une bonne méthode, selon vous, à la fois pour désigner un candidat pour la mairie de Paris, puisque vous êtes impliqué sur cette bataille-là, et en même temps pour la présidentielle de 2017? Et si oui, une primaire, dans quelle mesure? Ouverte aux adhérents du MP, aux sympathisants, à tous les électeurs? C'est une excellente méthode. Dans les statuts de l'UMP, le principe des primaires est prévu. En vote interne. Donc alors voilà, le seul vrai débat qui se pose aujourd'hui est de savoir si la primaire doit être en vote interne ou ouverte aux sympathisants. Moi, je suis favorable à ce qu'elle soit ouverte aux sympathisants, pour élargir effectivement et la réflexion et la participation des citoyens sur des différents projets. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'à Paris, comme au niveau national, on voit bien que la droite a besoin de clarifier son projet et ses valeurs. À Paris, c'est indispensable. Il y a effectivement, on a François Fillon, je l'espère, qui pourrait être candidat à la mairie de Paris. Mais il y a d'autres candidats. Et le vrai débat de la droite à Paris aujourd'hui, c'est de savoir si on continue à porter un projet relativement conservateur, adapté aux arrondissements dits de l'Ouest, ou si on va regagner Paris par l'Est, parce que de toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas par l'Ouest, mais c'est par l'Est qu'on va gagner Paris, et on va ouvrir notre projet sur de nouvelles valeurs. Donc à Paris, c'est indispensable de faire des primaires ouvertes autour de projets. Ça permettra, je l'espère, même si malheureusement l'histoire m'a toujours donné tort, de régler aussi des problèmes de personnes, de moins parler de conflits de personnes, mais plus de débats sur le fond. Donc oui, et ouvert à tous les sympathisants. Comme à Paris,
comme à l'échelle nationale. Et si c'est pour Paris, si c'est François Fillon, moi je souhaite vraiment participer au projet parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Je ne suis pas très douée, vous l'avez vu, pour fonctionner dans les appareils de parti. S'il n'y va pas, je porterai un projet parce que j'ai vraiment envie de contribuer à ce que pourrait être une réflexion de la droite à Paris. Vous avez dit François Fillon à Paris, je l'espère. Est-ce que vous diriez aussi pour 2017, François Fillon pour la France, je l'espère? Pour 2017, toutes les voies sont ouvertes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va clarifier les choses. En politique, vous savez, 6 mois, c'est une éternité. Alors 5 ans, quelle sera la situation de la France dans 5 ans? Honnêtement, je pense que ce n'est pas le moment aujourd'hui d'ouvrir déjà le débat de 2017. Il y aura en 2017 beaucoup de personnes qui seront sur les rangs. François Fillon, Jean-François Copé, j'espère des femmes aussi. Il y a des femmes de talent, Valérie Pécresse, Nathalie Kosciusko. Donc j'espère que ces personnes-là, effectivement, ou Bruno Le Maire, vont pouvoir porter leur voix et ce sera extrêmement intéressant. Mais honnêtement, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire qui sera la personne la plus adaptée pour 2017. Et ce serait malhonnête. Un dernier point pour conclure sur ce chapitre-là. Une association des amis de Nicolas Sarkozy s'est constituée hier. Vous en faites partie ? Non, pas pour l'instant. Je n'ai jamais aimé ce type d'association des amis d'eux. Voilà, je regrette beaucoup Nicolas Sarkozy. Même si, je le dis, on a pu avoir des divergences. Même si, je le dis, sur la forme, il a pu parfois heurter. C'est vrai. Mais sur le fond, c'est un homme, qui a très bien su gérer la crise. Il a eu un excellent bilan et on a eu vraiment très tort de ne pas suffisamment l'avoir mis en avant dans la campagne présidentielle. Ça, c'est vraiment un tort qu'on a eu. Et troisièmement, c'est un homme qui est gentil. Même si parfois, effectivement, il a des humeurs. Quand on est collaborateur, on s'en souvient. Mais ce n'est pas un homme qui est rancunier. Et ça, c'est assez rare en politique pour être souligné. Alors, nous marquons une première pause, Chantal Jouanneau, et nous nous retrouvons dans quelques instants. À tout de suite. Notre invitée aujourd'hui est Chantal Jouanneau, sénatrice UMP de Paris, ancienne ministre du gouvernement Fillon. Elle est interrogée par Laurent de Boissieu pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Alors, Chantal Jouanneau, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a entamé cette semaine des contacts avec les responsables syndicats et patronaux avant une grande conférence qui sera annoncée pour le prochain mois de juillet. Jean-Claude Mailly, le leader de FO, a parlé mardi en sortant de Matignon d'un dialogue social normal dont il avait l'air de se féliciter. Alors, puisqu'on vient d'évoquer Nicolas Sarkozy il y a quelques instants, je voulais vous demander comme première question de cette seconde partie, est-ce que d'une certaine manière, Nicolas Sarkozy n'avait pas raté son rendez-vous et son dialogue avec les corps intermédiaires ? Non, pourquoi? Alors déjà, je trouvais ça assez caricatural de dire que jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de dialogue social. Il y a eu plusieurs sommets. Donc on a expliqué que le dialogue social était normal parce qu'il se situait au niveau de Matignon et pas à l'Élysée. Ça renvoie à un débat institutionnel. Et le débat institutionnel, il est lié au quinquennat. On a un quinquennat, on a organisé, ce qui était d'ailleurs sans doute une erreur d'avoir un quinquennat, mais j'y reviendrai, dont les élections interviennent en même temps pour la présidentielle et pour les législatives. Donc inévitablement, on a un problème institutionnel qui est de savoir où se situe le pouvoir et inévitablement, le pouvoir se présidentialise. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, malheureusement, c'est institutionnel. Ça ne tient pas aux hommes, c'est institutionnel. Alors c'est plus fort quand on a des hommes de caractère comme Nicolas Sarkozy, mais c'est aujourd'hui inscrit. Deuxième point, sur les corps intermédiaires, le président a eu effectivement dans la campagne un moment des critiques assez fortes sur les corps intermédiaires. Le problème de nos corps intermédiaires et des syndicats aujourd'hui, c'est en réalité qu'ils sont trop faibles. C'est en réalité qu'avec la loi de 55 sur la représentativité, même si elle a été corrigée mais imparfaitement, on n'incite pas les salariés à se syndiquer. Et j'aime beaucoup le droit social, le droit du travail, puisque quand j'étais à l'université, j'avais travaillé sur ce sujet-là. Et je trouve qu'on a besoin de syndicats forts. Et donc, sur des syndicats faibles, leur tendance est parfois de se politiser. Et c'est ça qui est dommage. Donc pour vous, c'est la raison, c'est la critique de Nicolas Sarkozy, c'était une trop forte politisation des corps intermédiaires? Il avait d'autres raisons. Moi, je vous donne ma vision des choses vis-à-vis des syndicats. Parce que les syndicats, c'est indispensable, c'est utile. C'est très utile. On ne peut pas organiser un dialogue entre le pouvoir et directement avec des salariés. Donc c'est indispensable, les syndicats.
mais ils ont besoin d'être forts. Et quand j'étais récemment en Suède sur une mission du sénatorial, en Suède, les syndicats sont forts et c'est un outil de dialogue extraordinaire et qui fonctionne beaucoup plus par consensus que par opposition. Alors on va me renvoyer à la culture, à la tradition française. Tout ça, ce sont des mots. La réalité, c'est qu'on a besoin de syndicats forts. Romain Masneau, RCF. La Cour des comptes et la Commission européenne ont lancé ce mercredi, un avertissement à la France sur l'état des finances publiques. Bruxelles s'inquiète notamment du coup de pouce au SMIC et du retour à la retraite à 60 ans pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt. Comment on peut conjuguer justice sociale et rigueur budgétaire? Est-ce que c'est possible? La première des injustices sociales, en réalité, c'est le chômage. Et on sait très bien, vous et moi, que si la crise s'accélère, le chômage va s'accélérer. Et c'est là où on aura énormément de personnes qui vont rester sur le carreau. Il y a un très bon rapport, je ne sais pas si vous l'avez vu, de l'Observatoire de la précarité, l'Observatoire national de la pauvreté et de la précarité, qui a fait son dernier rapport sur justement le lien entre pauvreté et crise. Et qui montre, qui se focalise beaucoup sur la très grande pauvreté. Et qui montre effectivement qu'il y a d'abord dans la très grande pauvreté un accident professionnel qui va entraîner un accident familial et qui fait qu'une grande partie de la population, de plus en plus de jeunes, de plus en plus de femmes seules, la pauvreté des familles monoparentales et notamment des femmes seules est le grand sujet aujourd'hui en France comme dans beaucoup de pays développés. Donc premier débat, il est là. Donc la première responsabilité du gouvernement, c'est de tout faire pour éviter ça. Le faire par la dépense publique, malheureusement, parce que c'était simple, historiquement, on a vu que ça ne marchait pas. Vous prenez 81, 2007, même 2008, 2009, puisqu'on a continué à s'endetter avec la crise. La dette a été multipliée par 17, grosso modo. La croissance a été divisée par 2. Donc malheureusement, on sait que quand on vous dit « vous inquiétez pas, on va relancer la croissance et par la croissance, on va régler notre dette », ça ne marche pas comme ça. Donc aujourd'hui, la seule solution, c'est évidemment de réduire les dépenses. Évidemment, sur la question des retraites, on serait le seul pays européen aujourd'hui à ne pas se rendre compte que la population vit de plus en plus longtemps et qu'on n'a pas les moyens de faire autrement que de changer l'âge légal de départ en retraite. Sinon, il faut faire payer les salariés. Et dans la réforme, dont bien évidemment les modalités nous seront présentées après les élections législatives, cette réforme sera payée par une cotisation supplémentaire des salariés. Ce qui ne me semble pas être aujourd'hui, en termes de justice sociale, une excellente réponse. Le vrai point faible du Parti socialiste, aujourd'hui, c'est son programme économique. Et il le sait. C'est pour ça qu'il fait campagne sur tout, sauf sur ce sujet. Sur les retraites, ce que propose le nouveau gouvernement de gauche, c'est la majorité de gauche, c'est simplement de porter à 18 ans ce que vous-même avez fait sur les départs plus tôt pour les personnes qui ont commencé à travailler très jeunes. Oui, de 14 à 16 ans, la gauche veut le porter jusqu'à 18 ans. Ce que propose le gouvernement actuel, c'est une dépense supplémentaire de 20 milliards d'euros qui sera décidée par décret. Donc on a plusieurs erreurs. Outre effectivement le problème de toujours remettre en question l'âge de départ à la retraite. Sur ce débat national, il doit avoir lieu et il doit être assaini. Deuxième sujet, c'est de décider par voie de décret d'une dépense de 20 milliards en outrepassant la représentation nationale. Et troisième point, c'est qui paye. Il va falloir le dire, qui paye. Parce qu'on nous a expliqué pendant la campagne des présidentielles que seuls les riches allaient payer. Je vous renvoie au débat du Sénat, extrêmement intéressant, puisqu'au Sénat, on a testé effectivement la nouvelle majorité de gauche depuis quelques mois. Nicole Bricq, qui était rapporteure sur le projet de loi de finances rectificative, nouvelle ministre donc, de l'écologie, a expliqué qu'à partir de 1,6 SMIC, les salaires étaient relativement élevés. Donc à partir de 1,6 SMIC, vous tombez dans la catégorie des riches. Sans doute un riche qui s'ignore, mais en tout cas, vous tombez dans la catégorie des riches. Donc aujourd'hui, il faut être un peu plus clair sur les modalités de cette réforme. Mais vraiment, pour moi, la question économique du programme du Parti socialiste est son point le plus faible. Et en Suède, très intéressant, la Suède, tout le monde nous prend ce pays comme exemple. 4,5% de croissance, grosso modo, l'année dernière. Mais la Suède, ça fait plus de 15 ans qu'elle a commencé des réformes et qu'elle a fait des réformes où elle a baissé ses dépenses publiques. Qui restent à un niveau élevé par rapport Qui sont inférieurs. Oui, qui restent à un niveau élevé, mais qui sont globalement inférieurs. Elle a baissé son niveau d'impôt. Elle a baissé les impôts, l'imposition globale, tout compris.
elle l'a baissé. Et aujourd'hui, effectivement, ils se situent à un niveau de chômage très inférieur au nôtre, même si pour eux, actuellement, il est très élevé, il doit être à 7,5%. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Vous avez employé tout à l'heure les mots d'ordre, d'autorité, comme étant ceux qui pouvaient servir de référence à la droite républicaine, qui doit être bien solide sur ses bases. Et vous avez parlé à l'instant d'accident du travail, accident familial. Logiquement, la société aurait dû voter pour vous, pour l'ordre et l'autorité, face à ce qui représente des désordres objectifs que vous venez de décrire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution au regard de ces valeurs que vous invoquez en termes d'ordre et d'autorité ? Concrètement, parce que là, vous me parlez de deux sujets différents entre les accidents de la vie. Mais ça se tient. Ça se tient. Une société fondée sur un certain ordre, quelle est-elle, cette société que vous voulez ? Où est l'ordre dans cette société-là ? Parce qu'il y a deux sujets. C'est pas juste le fric et le flic. Non, c'est pas juste le fric et c'est surtout pas en réalité le fric et le flic. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est ? L'argent n'est pas en soi créateur de valeur. Ça c'est le premier. Moi, je suis pas du tout attachée justement à cette valeur de l'argent, sans doute parce que je viens de la campagne. Mais je pense que l'un des fondamentaux de la droite, c'est la méritocratie. C'est le principe, et c'est pour ça que j'aime bien le projet normalement fondateur de la droite, à savoir, en fonction de tes efforts, tu réussis. Sauf qu'il y a évidemment toute une catégorie de personnes qui ne peut plus faire d'efforts. Il y a toute une catégorie de personnes qui tombent soit dans la très grande pauvreté, soit dans le grand âge, soit dans le handicap, et qui ne peut plus. Donc première obligation d'un État, quel qu'il soit, c'est de venir en aide à ces personnes-là. Et pas, même si on a augmenté le minimum vieillesse ou l'allocation adulte handicapé de 25%, ça reste vraiment dérisoire par rapport aux besoins de ces personnes. On est très en deçà de ce qu'il faudrait faire. Donc si on a bien une priorité, elle est là. Si on a bien une priorité, c'est sur les familles monoparentales. Là, vraiment très clairement, aujourd'hui, c'est un sujet qui est littéralement ignoré de tous. Mais on a un vrai sujet qu'on voit à Paris tous les jours, parce qu'en plus, on a des problèmes de logement qui se posent. Après, on a une loi, on la fait respecter. Jamais dans la surenchère, on a une loi, on la fait respecter. Simplement. Et je pense que ce n'est pas la peine d'aller au-delà dans la quête de boucs émissaires sur nos problèmes structurels d'économie, qui sont des problèmes de conception même de l'économie. Voilà, on n'est pas en crise parce qu'il y a trop d'immigrés en France. Jean-François Copé. En d'autres termes. Jean-François Copé a dit dans une de ses dernières déclarations que voter pour les socialistes, et donc pour François Hollande, c'est voter pour l'anéantissement du parc nucléaire en France. Est-ce que vous partagez son inquiétude, vous qui êtes ancienne secrétaire d'État à l'écologie de François Fillon ? C'est une campagne. Donc dans une campagne, il faut toujours... Il n'y a pas de nuance dans une campagne. Il n'y a pas trop de nuances dans une campagne. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, le Parti socialiste effectivement conclut un accord avec les Verts qui, très concrètement, était purement et simplement un accord électoral, puisqu'il prévoyait quasiment autant de fermetures de réacteurs que de circonscriptions gagnables. Je caricature, mais on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Très concrètement, les Verts savent que cet accord ne sera pas appliqué. En tout cas, sur la partie fermeture de réacteurs. 25 à peu près qui étaient prévus dans l'accord, et finalement un seul devrait Et finalement, être... un seul sous le quinquennat, et encore. Fessenheim. Et Fessenheim, et encore. D'ailleurs, les Verts au Sénat, quand on leur dit « mais vous savez que ça n'aura pas lieu », ils disent « oui, mais c'est pas grave, on a notre accord ». Alors Jean-Vincent Placé s'en cache absolument pas. Son problème, c'est pas les réacteurs nucléaires, c'est d'obtenir ces circonscriptions. Donc pas d'anéantissement du parc nucléaire. Donc pas d'anéantissement du parc nucléaire. Ce qui est sur le fond, si on parle de la question du nucléaire, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques, on a fait un rapport qui a été voté à l'unanimité. Je dois admettre que les Verts n'étaient pas là au moment du vote, donc ils n'emportent pas le point entre guillemets, qui prévoit une baisse de la part du nucléaire, mais progressive, c'est-à-dire réaliste, à savoir on tomberait vers 60% de la part du nucléaire en 2050, quand on est grosso modo à 78% aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, c'est jamais bon d'être dépendant d'une seule énergie, surtout demain. Donc ça, c'est le premier sujet. Que 2, on peut les remplacer progressivement par des réacteurs de nouvelle génération plus sûrs. Et que 3, ça permettra, en parallèle avec la montée des énergies renouvelables, d'éviter que la fermeture des réacteurs nucléaires nous oblige à réouvrir des centrales au charbon, à importer du gaz ou d'autres énergies fossiles. Donc il y a une voie
qui est réaliste. Ça, c'est sur le qui est réaliste, qui est possible. Ça, c'est sur le. Elle passe par la fermeture de certains réacteurs, oui ou non, cette voie? Elle passera évidemment par la fermeture de certains réacteurs, par le remplacement d'une partie d'entre eux par des réacteurs de nouvelle génération. Donc ça, c'est une voie. Mais ce que je regrette énormément dans ce débat, dans cet accord et dans la position du Parti socialiste, c'est qu'ils sont allés de plein pied dans le retour vers 1970. En 1970, on vous expliquait que l'écologie se résumait à être antinucléaire. Et que quand on était pro-nucléaire, on était anti-énergie renouvelable, et que quand on était anti-nucléaire, on était pro-énergie renouvelable. C'est faux. Parce que je pourrais vous démontrer par A plus B, et très simplement, que l'énergie nucléaire, en termes écologiques, elle se soutient, elle se défend même, puisque c'est l'une des rares énergies qui émet très peu de gaz à effet de serre. Le vrai débat du nucléaire n'est pas un débat écologique, c'est un débat de sûreté. C'est quel niveau de risque on accepte, parce que s'il y a un accident nucléaire, on sait très bien, vous et moi, que évidemment les conséquences seraient majeures. Alors, nous allons marquer une seconde pause. Bien entendu, nous n'avons pas la prétention de creuser jusqu'au bout ce gros dossier du nucléaire, et nous vous retrouverons dans quelques instants, Chantal Joanneau. Notre invitée aujourd'hui est Chantal Joanneau, sénatrice UMP de Paris et ancienne ministre du gouvernement Fillon. Elle est interrogée par Laurent de Boissieu pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour le réseau de radio chrétienne RCF. Alors, Chantal Joanneau, le nouveau ministre de l'Intérieur, vient de procéder à des changements à la tête de la police et des services de renseignement. Exit notamment Michel Gaudin, le préfet de police de Paris, avec lequel vous aviez vous-même travaillé place Beauvau. Alors cette valse de hauts fonctionnaires à l'occasion d'un changement de pouvoir ou de majorité, c'est assez courant non seulement à droite comme à gauche en France, mais aussi dans d'autres démocraties. Néanmoins, je vous pose la question, est-ce que ce changement vous choque? Ça m'a profondément choqué, pas sur le fait d'un changement, mais sur le calendrier. C'est-à-dire qu'annoncer que l'on débarque le préfet de police de Paris avant même les élections législatives et qui sera remplacé a priori avant même les élections législatives, ça par contre, je pense que c'est bien la première fois qu'on le voit. Je n'ai pas fait de recherche historique, mais en tout cas, nous, on ne l'aurait jamais fait. Et à l'inverse, avant les élections présidentielles, on a fait un moratoire sur les nominations pour qu'elles ne soient pas suspectées d'être des nominations politiques, à savoir on case nos petits copains avant de partir. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est d'autant plus choquant qu'à la veille d'une élection, il y a toujours une suspicion sur le pouvoir, c'est assez inévitable. Et que je n'ai pas vu dans ce changement précipité qui soit fondé sur un dossier particulier sur lequel Michel Gaudin aurait commis une erreur tellement majeure qu'il faudrait le débarquer du jour au lendemain. Qu'après les élections, les préfets, les hauts responsables sont à la disposition du pouvoir, ils sont nommés par le gouvernement. Voilà, moi j'ai appartenu au corps préfectoral, on ne s'est jamais choqué d'avoir changé les uns et les autres. Mais après les élections, parce qu'avant, ça laisse quand même un sentiment un peu amer. J'ajoute que nous, quand on est arrivé, c'était M. Proust, pas nécessairement connu pour être un aficionados de la droite, il est resté en poste jusqu'au bout, jusqu'à sa retraite. Alors, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Alors, sur des questions de société, puisqu'on parlait tout à l'heure d'ordre et d'autorité, avec peut-être certaines ambiguïtés, vous vous êtes distingué avec un rapport sur l'hypersexualisation. Et j'aurais voulu savoir qu'on puisse, des plus jeunes, et d'abord ce qui vous animait dans cette recherche-là et dans la production de mesures, et comment peut-on agir en tant que politique sur un sujet qui paraît tenir essentiellement des ressorts de l'économie, de la publicité en particulier, et de l'éthos de la société. Là, ce rapport m'a été confié par Roselyne Bachelot, à l'origine, qui était ministre à l'époque, et qui avait été choquée, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce débat, par une publication de Vogue, qui mettait en scène plusieurs petites filles, outrageusement maquillées, mais surtout dans des postures totalement inappropriées à des enfants de cet âge. Et donc, elle s'est demandé si, en France, on était comme d'autres pays, et notamment des pays anglo-saxons, soumis à une vague d'hypersexualisation, en d'autres termes, le phénomène des Lolitas, qui est particulièrement destructeur sur des enfants qui sont entre 6 et 12 ans, pour lesquels il faut psychologiquement que les questions de séduction, de sexualité soient mises entre parenthèses pour que cet enfant concentre son énergie sur autre chose, et notamment
sur l'apprentissage des savoirs. Et donc, bon, on n'est pas aujourd'hui sous un raz-de-marée, mais malheureusement, il y a tous les éléments aujourd'hui en place pour que demain, ce phénomène touche la France. Parce que dès le plus jeune âge, vous allez avoir des jouets, des dessins animés, des revues qui vont bien ancrer dans l'esprit des petites filles qu'elles sont basées, elles, sur la séduction, et des petits garçons qui sont basés sur un rapport de force et de performance. Et ça continue à l'adolescence. Je pourrais vous montrer des magazines pour adolescents, des clips vidéo, mais qui sont choquants. Je veux dire que vraiment, je ne m'en étais pas rendu compte avant de faire ce rapport, mais on a banalisé des codes de la pornographie dans un environnement quotidien pour des raisons qui sont purement marketing et purement de consommation, et c'est extrêmement choquant. Alors c'est vrai que le rôle du législateur et du politique, enfin du législateur est compliqué, parce qu'on touche à une question de société qui relève en premier lieu de l'éducation des parents et de la volonté des parents. Vous ne pouvez pas interdire des concours de minimis, par exemple ? Alors, si ça, j'y reviendrai, parce que c'est autre chose. On ne peut pas, le législateur n'est pas un moralisateur. Donc, on ne peut pas rentrer, mais par contre, on peut informer les parents. Ces éléments psychologiques que j'évoquais devant vous sur la nécessité pour un enfant, après la résolution de son complexe d'Oedipe, de mettre bien entre parenthèses les questions de sexualité, il y a peu de parents qui le savent. Avant de faire ce rapport, moi-même, j'ai 3 enfants, je ne suis pas consciente de ça. On le fait spontanément parce que socialement, on l'a toujours fait, d'éviter que nos enfants se maquillent et autres. Mais la raison, on ne la connaît pas. Et certains parents se disent, bon, après tout, c'est mignon, c'est drôle, ils jouent, ils font comme maman, c'est pas grave. Ah non, parce que derrière, il y a d'autres ressorts. Donc on peut informer, on peut donner aux parents, et c'est ça un rôle de politique aussi. C'est d'abord ça un rôle de politique. Aussi. Et on peut interdire certaines pratiques, parce que ces pratiques ne répondent pas à quelques principes fondamentaux que nous avons inscrits dans notre Constitution, pas uniquement le principe d'égalité et de parité, mais le principe de respect de dignité de la personne humaine, qui est d'ailleurs un principe jurisprudentiel, mais qui a été consacré dans notre droit. Et on ne voit pas en quoi ces concours de minimis sont respectueux de la dignité de la personne humaine. Et pour aller plus loin, l'organisateur de ces concours, qui pourtant veille d'ailleurs à ce qu'il y ait une charte éthique, c'est pas un homme dangereux, il veille à ce que les petites filles ne soient pas maquillées ou autres. Mais quand je lui ai demandé si ça existait pour les petits garçons, il m'a expliqué, il m'a répondu, les petits garçons ne se rabaisseraient pas à ça. Alors, Laurent de Boissieu pour la Croix. Mais c'est vraiment un beau sujet de société parce que, pardon, je termine dessus, mais ça prouve les dérives d'une société, de consommation et ultra-individualiste. C'est une expression très forte de cette dérive. Au nom de quoi s'y opposer ? Et on a le sentiment que et la gauche et la droite sont d'accord avec ce genre de société. Au nom de quoi s'y opposer ? C'est que ce n'est pas une société qui va dans le bon sens. La consommation n'est pas génératrice en elle-même de valeur. La consommation n'est pas en elle-même positive. Et ça, et vous avez raison, on a derrière nous une génération qui a martelé consommation égale bonheur. Sauf qu'on est aujourd'hui dans une nouvelle génération qui comprend qu'il y a des limites à ce système, parce qu'au nom de la consommation, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et notre rôle de politique, c'est de fixer les limites de cette société de consommation. Alors, Laurent de Boissieu, la Croix. Là, je sais que ce n'est pas un discours qu'on entend toujours à droite. Mais sur un sujet justement qui est pas forcément très éloigné sur les enfants et la société de consommation, il y a la question du téléphone portable pour les enfants. Est-ce que vous ne craignez pas, le principe de précaution existe et est souvent appliqué dans différents domaines, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que sur ce terrain-là, les politiques n'ont pas appliqué le principe de précaution, et est-ce qu'on ne risque pas dans plusieurs années s'apercevoir qu'il y a eu des dégâts irrémédiables qui ont été causés ? C'est un vrai beau sujet, là on touche la santé environnementale. On avait eu, vous vous souvenez, ce débat surréaliste, qui existe toujours d'ailleurs, sur les antennes relais. Toutes les études prouvent qu'aujourd'hui, sur les antennes relais, on n'a pas identifié de problèmes physiques liés à la présence d'antennes relais. Par contre, beaucoup d'études ont des suspicions sur l'usage du téléphone portable. Pour une raison très simple, c'est que le téléphone portable, il est collé à votre oreille. Et donc, sur un cerveau en développement, pour nous, désolé messieurs, mais c'est trop tard, mais pour un cerveau en développement, il y a un impact potentiel. Donc, au nom, effectivement, on n'est même plus dans la précaution, on est presque dans la prévention. Et moi, j'avais demandé qu'on interdise le téléphone portable pour les enfants, qu'au mieux,
on interdise, on interdise son utilisation dans les écoles et qu'on oblige à ce que ce soit systématiquement et uniquement avec des oreillettes. Ça n'a pas été repris. Ça n'a pas été repris pour des raisons diverses, parce qu'effectivement les parents aiment bien que leurs enfants aient un téléphone parce que ça leur permet d'entrer en contact. On peut trouver des solutions avec, je vous l'expliquais, les oreillettes intégrées, mais les opérateurs ne jouent pas le jeu, les fabricants de téléphones portables ne jouent pas le jeu. Donc ça, c'est un sujet à côté duquel on est passé. Je le regrette vraiment parce que je me suis fait battre là-dessus au Parlement. Il y a eu des pressions des opérateurs? Ah oui, bien sûr. Des opérateurs, des vendeurs de téléphones portables, discrètes, parce qu'ils savent bien quand même que ce n'est pas un sujet facile. Mais ça, c'est typiquement un sujet de santé environnementale. Ça fait partie de ces sujets. Vous ne pouvez pas identifier aujourd'hui le problème, parce qu'il ne se situera qu'à long terme. C'est l'impact à long terme de tous les jours avoir des ondes et de la chaleur collées sur l'oreille. Ça sera du jour d'un Donald Trump de l'environnement. Écoutez, il faudra de toute façon sur les questions de santé environnementale y revenir, mais c'est comme sur les pesticides, c'est comme sur la qualité de l'air, c'est comme sur la qualité de l'eau. C'est l'impact à long terme qui compte et vous vivez, vous, là, aujourd'hui, dans des lieux fermés comme celui-ci, dans un cocktail de pollution dont on ne peut pas dire, voilà, c'est ça le problème. Non, il y a plein de petits problèmes qui se suraccumulent. Romain Masneau, RCF. La charte de déontologie qu'ont signée les ministres, qui vise notamment à proscrire le cumul de fonctions électives locales et de fonctions ministérielles et à éviter des conflits d'intérêts, est-ce que c'est simplement de la communication ou est-ce que c'est un geste symbolique important que vous saluez? Moi, la réduction du train de vie de l'État également. J'ai salué cette charte déontologique. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que le pouvoir politique doit être effectivement totalement consacré à ses missions. Il ne peut pas y avoir la moindre suspicion, c'est normal. Il doit être de plus en plus... Il doit être modeste, exemplaire et modeste. Modeste, ça ne veut pas dire non plus, évidemment, être comme tout le monde. Dire on est au pouvoir, on a des obligations, donc c'est... mais prendre le train, quand on a 3 heures de train, ce que je faisais quand j'étais ministre. Alors moi, c'était au nom de mes convictions écologiques. Mais ça se fait très bien. Quand j'avais une 308 pour me déplacer, notamment dans Paris, parce que Paris, c'est plus adapté, alors ça m'a valu quelques difficultés, nombre de fois où on m'a dit non, circulez, on attend la ministre. Mais c'est très bien. Et je crois beaucoup aujourd'hui que le politique doit être de plus en plus dans une approche vraiment de gestion des politiques publiques et de moins en moins de représentation du pouvoir. Mais je ne suis pas sûre que la société soit totalement prête, elle est très ambivalente. Quand j'allais en province, sans avoir les apparats du pouvoir, ou même dans certains endroits de Paris, on ne me reconnaissait pas comme ministre. Parce qu'en plus, voilà, jeune, femme, enfin moi j'avais beaucoup de handicap, mais on ne me reconnaissait pas nécessairement comme ministre. Laurent de Boissieu pour la Croix. Il y a de nombreuses femmes, ou voire des hommes, qui sont en situation assez compliquée aujourd'hui, parce que la loi sur le harcèlement sexuel a été censurée par le Conseil constitutionnel, ce qui entraîne un vide juridique actuellement. Quelle solution? Comment peut-on faire pour légiférer rapidement? Qu'est-ce que vous proposez? Vous-même, vous avez déposé une proposition de loi au Sénat, c'est bien ça. Donc il y a plusieurs propositions de loi. Oui. Donc est-ce qu'il faut passer par une proposition de loi ou par un projet gouvernemental pour aller vite? Pour aller vite, alors c'est scandaleux. La décision du Conseil constitutionnel, alors sur le fond, sur la nécessité effectivement de mieux définir, de clarifier le principe de harcèlement, même les associations étaient demandeuses. Mais ce qui est scandaleux, c'est de ne pas avoir mis de délai pour que le législateur puisse reprendre un nouveau texte de loi et de fait faire tomber toutes les procédures qui sont en cours. C'est-à-dire que vous avez des femmes, parce que l'essentiel sont des femmes, qui se sont endettées, qui ont payé des procédures et qui se trouvent aujourd'hui sans rien et dont le cas ne sera jamais jugé. Donc il faut bien se mettre à la place de ces personnes. C'est déjà très difficile de dénoncer du harcèlement, parce que vous risquez votre emploi et donc votre situation familiale, vous risquez de vous mettre au banc de la société. C'est vraiment très difficile dans une société qui ne reconnaît pas vraiment le harcèlement, mais en plus leurs procédures sont tombées. Donc ça, c'est scandaleux. On peut passer par une proposition de loi. On a effectivement plusieurs propositions qui se rejoignent. Ce n'est pas un sujet de clivage fondamental gauche-droite, loin de là. Il faut absolument, et on se rejoint. Il y a un groupe de travail qui a été créé au Sénat, qui malheureusement d'ailleurs qui se réunit aujourd'hui, et qui va, sur la base de ces différentes propositions, les améliorer. Nous, on a repris très exactement le terme de la directive européenne qui convient aux associations. Il y a un point sur lequel il faut qu'on travaille, et c'est l'intérêt de ce groupe de travail, c'est sur les sanctions. Le niveau de sanctions, la nature des sanctions, parce que ce que nous disent aussi les associations, c'est que
la sanction peut être élevée, mais ce que craignent le plus les harceleurs, c'est la publicité de leur harcèlement. Très concrètement, à quelle échéance ça peut être mis en application et pour répondre aux personnes qui sont en situation dès qu'on peut siéger, ce sera probablement, parce que c'est assez unanime, l'une des premières propositions de loi qui sera inscrite à l'ordre du jour. Nous, on fait notre travail, on a un programme d'audition qui est extrêmement serré, donc ce sera probablement un des premiers sujets. Et vraiment, je verrai à ce que ça n'entre pas dans un sujet de clivage. On a bien d'autres sujets sur lesquels on peut se battre. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Quand vous dites ce que craignent le plus les harceleurs, c'est la publicité, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une publicité en termes de sanctions, comme des journaux qui se voient condamnés et qui sont obligés de l'inscrire? Il faut qu'on réfléchisse effectivement à cette solution, parce que la sanction pécuniaire, même les peines d'emprisonnement, ce ne serait pas adapté. Ce que craignent le plus les harceleurs, c'est que ça se sache. Il n'y a pas de précédent en la matière du point de vue de la publicité. Il n'y a pas de précédent, mais vous savez, sur l'hypersexualisation, c'est ce que j'avais aussi proposé pour les entreprises qui mettent sur le marché des produits qui sont inadaptés, inappropriés à des enfants, des strings, des barésies, ça existe, des chaussures à talons en taille 30, donc pour des petites filles de 6 ans, ça existe. Et que ces entreprises-là, on puisse, entre guillemets, publiquement dire « elles ne jouent pas le jeu des familles », ça leur ferait une contre-publicité énorme. Énorme. Donc c'est un peu la même logique, même s'il n'y a pas de précédent. Je ne sais pas, c'est pour ça que le groupe de travail aussi peut y réfléchir, si c'est concrètement applicable, comment. Alors vous êtes aussi sensible, bien entendu, à la parité. Je crois que Laurent de Boissieu, pour la Croix, voulait aussi vous interroger là-dessus. Très rapidement, l'UMP, dont vous êtes membre, présente un nombre de femmes bien inférieur à ce que demande la loi, pour en tous les cas ne pas avoir de pénalité financière. Est-ce que ça vous choque de la part de votre parti de ne pas jouer le jeu de la parité ou les élections législatives? Honnêtement, je ne peux pas applaudir des deux mains sur une situation que je dénonce depuis que je fais de la politique. On peut pas applaudir Pourquoi ça ne bouge pas? Parce que quand on est le parti majoritaire, qu'un député a bien fait son travail, c'est très difficile de lui dire, et que surtout on sait qu'il vaut mieux miser sur les sortants parce qu'on n'est pas dans la situation la plus favorable qui soit. C'est très difficile de lui dire, écoute, donc en 2017, il y aura la parité. De toute façon, la parité au sein de l'UMP, on n'y réussira que quand il y aura plus de femmes dans les instances dirigeantes. Et on va commencer déjà par là. Et à Paris, c'est un vrai sujet d'ailleurs, la question de la parité. Donc oui, je ne peux pas applaudir des deux mains. Même si, voilà, Jean-François Copé s'en est expliqué, et on peut comprendre sa position. Pour autant, vraiment, je pense qu'en termes de valeur, ce n'est pas un bon point pour la droite. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, cette question-là. Donc ça veut dire qu'en amont, l'UMP n'a pas suffisamment travaillé à cette question-là. Puisque s'il y a autant d'hommes sortants, ça veut dire que depuis, en effet, des années... Sortants, vous auriez, à partir de 2009, vous auriez tout à fait, mais au-delà d'ailleurs de cette question des investitures, il y a la manière de faire de la politique. Manière de faire de la politique. On vous colle toutes les réunions. Alors le bureau politique, c'est le matin. Quand vous n'avez pas d'enfants, c'est pratique. Mais quand vous en avez, ça se complique. Les réunions, c'est tous les soirs, c'est les week-ends. Au Sénat, on siège je ne sais combien de nuits par semaine. Donc pour les femmes qui ont des enfants, et même si la parité progresse, même quand vous avez un mari formidable comme le mien, vous devez quand même, et on vous reproche toujours de ne pas être assez présente. C'est pas simple de faire de la politique. Alors, sur ces contraintes de la politique, nos contraintes, ce sont celles du temps. Merci d'avoir participé à cette émission. Chantal Jouanneau, cette émission se terminant. Vous qui êtes fidèle à Face aux Chrétiens, vous pouvez la revoir sur les sites respectifs de La Croix, de RCF, de Radio Notre-Dame et de KTO. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon week-end. À très bientôt.